Et bien salut à toi, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, correction d'un exercice ultra classique de physique sur de l'induction. Donc je vous ai mis l'exercice sur l'écran. Donc n'hésitez pas à prendre un petit peu de temps pour le faire, c'est pas très compliqué, c'est du classique de chez classique. Et c'est faisable en première année, enfin en fin de première année, parce que souvent, en tout cas dans mon cas, l'induction avait été faite en fin d'année. Donc je vous laisse mettre pause pour faire l'exercice et sans perdre plus de temps, on est parti pour la correction. Donc première question, donc il y a tout le texte, hein, je vous laisse lire. En fait l'idée ça va être quoi? Ça va être que ce cadre ici, il va rentrer, il va avoir une vitesse initiale et il va glisser dans le champ, dans la zone où le champ B est non nul. Et donc il va y avoir une force de la place qui va s'appliquer sur ce cadre. Et donc on va étudier le cadre, quoi. Donc première question, justifier que la vitesse de la spire est constante si x est inférieur à 0. Donc dans le cas où x est inférieur à 0, c'est le cas où en fait la spire n'est pas du tout dans le champ B. Donc ça veut dire que toute cette partie-là, elle est en dehors du champ B. Donc je ne sais pas si je dois refaire le schéma. Bon, on va le refaire rapidement, hein. Donc là on a le champ B. Voilà, et nous dans notre cas on considère que la spire, oui, elle est en dehors du champ B. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas à moitié comme ça, hein. Sinon x serait supérieur à 0, elle n'est ni tout à l'intérieur mais elle est à l'extérieur. Donc pourquoi la vitesse est constante? Et bien tout simplement les seules forces qui s'appliquent au système, bon, je vais faire la question à l'oral, qui s'appliquent à notre système, donc le système qui l'aspire, c'est le poids et les réactions du support. Et sachant qu'on néglige les frottements, et bien ces deux forces sont conservatives et donc elles ne travaillent pas, ces forces ne travaillent pas et donc la vitesse est constante. Voilà. Deuxième question. Donc là on a l'étude pour x compris entre 0 et b, ça veut dire que ça veut dire que la spire va être comprise entre la zone, dans la zone où le champ B est non nul et la zone où le champ B est nul. Montrer qu'un courant induit circule dans la spire et déterminer son sens, donc question 2A. Donc là on va utiliser la loi de Lenz-Faraday. Donc la loi de Faraday elle nous dit que la force électromotrice générée par le champ B, entre guillemets, par le flux du champ B. Donc la force électromotrice est égale à moins la dérivée du flux du champ B en fonction du temps. Et la loi de Lenz, c'est la loi de modération de Lenz qui nous dit que le courant, donc on va faire une phrase, le courant, donc là on va écrire la loi de Lenz pour que ça soit clair. Ça c'est la loi de Faraday, hein. Voilà, ok, et ça c'est la loi de Lenz. Le courant induit par le champ B s'oppose aux causes, alors j'ai fait une petite faute d'orthographe, aux causes, là il y a un X, qui lui ont donné effet, ont donné effet. Ok, donc quelles sont les causes qui ont donné effet au courant? Et bien en fait le courant il existe parce que le cadre rentre dans le champ B, donc le flux il va changer, il va être non constant, et donc en fait une des causes ça va être que la vitesse du cadre elle est dirigée vers le champ. Donc en fait ça va créer une force de la place. Donc je vous rappelle, hein, l'expression de la force de la place, c'est dans le cas d'un courant, dans notre cas, donc dans le cas d'une spire conductrice, ça va être I, ça va être DL scalaire le champ B, et dans notre cas le DL ça va être le contour de la spire. Donc cette force elle va s'opposer par ses effets à la vitesse de la spire. Donc en fait la force elle va être dirigée
dans ce sens-là. Et donc si la force est dirigée dans ce sens-là, en fait, on va là j'ai pas précisé, hein, mais là on a x, y, et donc si vous faites la règle du tétraèdre direct, on va avoir z dirigé dans ce sens-là. Bon, j'ai mis un vecteur, c'est pas vraiment un vecteur, mais bref. Donc là, on va avoir la force de Laplace qui va être dirigée selon moins ux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sachant que le dl, c'est ce côté-là qui va nous intéresser. Alors pourquoi c'est... excusez-moi. Pourquoi... En fait, nous, ce qui est le côté de la spire qui va créer cette force de Laplace, ça va être ce côté-là. Parce que ce côté-là, il va se compenser avec le côté du bas. Et l'autre côté, il n'est pas dans le champ, donc il va servir à rien. Donc bref, le côté qui nous intéresse, c'est le côté droit. Donc le côté droit, il faudrait... Donc B, il est orienté vers nous. Le côté droit, il faudrait qu'il soit orienté dans quel sens pour que la force de Laplace soit dirigée vers moins ux. Donc imaginons la force, donc force de Laplace, ça va être le troisième doigt de ce côté-là. B, ça va être le deuxième, il va être vers nous. Et donc il faut que le DL, il soit dirigé vers le bas pour que la force de Laplace soit dirigée vers nous. Et donc il faut que I... Donc là, je vais redessiner le cadre. Donc là, on a le cadre en plus gros. Il va falloir que I soit dirigé de ce côté-là. Voilà. Bon, maintenant, on va passer à la question suivante. Et vous allez voir que vous allez pouvoir vérifier que vous n'êtes pas trompé de sens. Donc, voilà, déterminer, ok. Donc, question 2b. Vous allez voir qu'on va retrouver l'expression de I, et en fonction de l'expression qu'on retrouve, on peut déterminer le sens. Moi, j'ai eu cet exercice en colle. En fait, j'ai pas fait comme la méthode que je viens de vous montrer. En fait, j'ai d'abord déterminé I, et ensuite, en fonction du signe de I, j'ai déterminé son sens. Donc, j'avais pris un I arbitraire. Je crois que je l'avais pris dans l'autre sens. Du coup, j'avais trouvé un I négatif. Donc, j'en avais déduit que le I véritable, il était dans l'autre sens. Bref. Mais pour répondre à la question, il fallait pas le prendre arbitraire, il fallait directement déterminer son sens. En orientant la spire dans le sens du courant induit, déterminer la force électromotrice induite E. Donc comme j'ai dit, E est égal à moins dérivée du flux de B sur dt. Ça c'est la loi de Faraday. Et si on fait une loi d'émail, sachant que la résistance de la spire, on nous dit que c'est R, on aura E est égal à R fois I. Donc I est égal à E sur R. Donc pour déterminer I, il faut qu'on détermine E. Donc E, comme j'ai écrit selon cette loi-là, pour déterminer E, en fait, il faut qu'on détermine le flux de B. Le flux de B, par définition, c'est la surface de B, l'intégrale double, pardon, de B scalaire ds, avec ds, le vecteur surfacique dirigé par la règle du tire-bouchon, entre guillemets, on l'appelle comme ça, donc en fonction de I. Donc sachant que I est dans ce sens-là, donc je ne sais pas si pour vous c'est clair, mais donc I tourne dans le sens de ma main, et mon pouce me donne la direction de ds. Donc dans mon cas, j'ai qui tourne comme ça, donc je sais que mon ds, le vecteur ds, il va être orienté sur moins ds uz. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire mon produit scalaire. Donc je vais obtenir, sachant que B et B, c'est B, U, Z. Donc si je fais mon produit scalaire, j'obtiens B, ds. Donc là, c'est la surface. B, il est constant, donc je peux sortir B de l'intégrale. Et l'intégrale de ds, c'est égal à bs. J'ai oublié le moins dans le produit scalaire. Ici, il y a un moins ici. Parfait. Donc maintenant, il va falloir qu'on détermine S. En fait, S, c'est tout simple. C'est la surface qui est à l'intérieur de la zone où il y a le champ B non nul.
Donc si je reprends notre schéma initial, on va essayer de faire un peu de... On va essayer d'un peu clarifier tout ça parce que c'est pas très clair, je vous avoue. Bon, on va effacer aussi celui-là. Et on va refaire le schéma. Donc nous, dans l'énoncé, on nous donne que cette longueur-là, c'est A. Je vais le faire d'une autre couleur. Voilà. Donc cette longueur-là, c'est A. Et donc pour connaître cette surface que je dessine en bleu, qui est la surface dans la zone où le champ B est non nul, on va s'intéresser à x. Donc x en fait c'est cette distance là, c'est la distance entre l'axe, donc entre 0 ici et la partie la plus lointaine, entre la première barre de la spire. Voilà, donc ça c'est x. Et donc on sait que la surface que j'ai dessinée en bleu, elle est égale en fait à A fois x. Et ça c'est égal à la surface. Donc on va pouvoir mettre cette expression dans ce qu'on avait trouvé avant, ax. Et maintenant en fait x il est en fonction du temps. X dépend du temps puisque la spire elle avance. Donc x il change aussi. Et donc sachant, en reprenant la loi de Faraday, qui est celle-ci là, pas très clair, on obtient que E est égal à moins, donc ça je la réécris, hein, comme ça c'est clair, dt, et en dérivant du coup cette expression qu'on a trouvée juste avant, on obtient BA V de t. Et dans l'énoncé, on nous demandait d'exprimer justement I en fonction de V, donc là on est content, on vient de faire apparaître du V, sachant que E est égal à, I est égal à E sur R, on obtient que I est égal à BA V de T sur R, et on est content, c'est ce qu'il fallait trouver. Donc bon, je vais l'encadrer pour que ça soit clair. Ça c'est un de mes défauts, j'encadre pas assez mes résultats. Bon, je l'ai mal encadré mais c'est pas grave. Bref. Donc on enchaîne question 2C. Hop. 2C. Ok. Montrer que la vitesse V vérifie une équation différentielle. Donc pour ça on va faire un PFD, donc un principe fondamental de la dynamique, au système qui est notre spire. Donc spire, le référentiel va être terrestre galiléen, référentiel supposé galiléen, et nos forces, la seule force qui va s'appliquer, la seule force qui va nous intéresser, ça va être la force de la place, mais il y a aussi le poids en réalité, et la réaction du support, la réaction normale. Et ce qui nous intéresse surtout, nous, c'est la force de la place, puisque le poids et la réaction normale vont se compenser sur l'axe Z, pardon. Et son expression, ça va être I N M. Ça, c'est ce qu'on a déterminé tout à l'heure, ce que je vous ai expliqué sur le fait que c'est seulement la partie qui est dans la zone où le champ B est non nul et qui ne se compense pas avec l'autre partie, puisque l'autre partie n'est pas dans la zone où le champ B est non nul, qui va jouer un rôle dans la force de la place vectorielle B. Et donc maintenant, en appliquant le PFD et en le projetant sur X, donc selon le PFD projeté sur UX, on obtient que la masse fois X point, si je ne me trompe pas, oui, X point, mais nous on va le vouloir avec le V, V point est égal à I fois NM, NM qui est égal à A moins A UY
vectoriel BUZ. Et donc, si on fait le produit vectoriel, on obtient un moins IAB UX. Donc, en fait, la force de la place, donc je vous remets on va se remettre le schéma. Je vais mettre le schéma de l'énoncé, ça ira plus vite. La force de la place, elle va excusez-moi, je touche la souris en même temps. La force de la place, elle va être dirigée selon l'axe moins UX, selon le vecteur moins UX. Donc, en fait, la force de la place, comme je l'ai dit au début, selon la loi de Lenz, elle va s'opposer au mouvement de la spire. Et donc, sachant qu'on connaît I, on peut écrire, on va récupérer I, ça ira plus vite. Hop, je le récupère et je vais le descendre. Donc, sachant qu'on avait trouvé ce résultat, on peut réécrire MV point est égal à moins BA carré V sur R. Et on obtient notre... voilà. Par contre, ouais, attention, hein, j'ai fait un peu n'importe quoi là. C'était projeté sur EX. Donc, hop, on n'oublie pas de faire le produit scalaire. Et donc, on obtient cette équation différentielle que l'on peut réécrire sous forme de... Excusez-moi, j'ai mis un égal, c'était un plus qu'il fallait mettre. Qu'on peut réécrire sous cette forme, Rm V égale 0. Et si on pose taux égal à Rm sur BA au carré, et ben on obtient bien l'équation différentielle de l'énoncé. Tchac, tchac. V taux égale 0. Résoudre l'équation différentielle, donc c'est une équation différentielle de premier ordre, donc on va obtenir V de t est égal à A avec A constante, exponentielle de moins t sur taux, et selon les conditions initiales, on a à t égale 0, on a que la vitesse est égale à V0, donc on a A égale V0, donc V de t égale V0 exponentielle de moins t sur taux. Ensuite, dernière question, on nous demande de montrer que si x est supérieur à b, la vitesse de la spire est constante. Donc, en fait, tout simplement, si x est supérieur à b, donc là je vais vous remettre le schéma pour essayer de comprendre. Je vais effacer ça aussi. Hop, voilà. Si x est supérieur à b, en fait toute la spire va être dans la zone où le champ est non nul, mais comme toute la spire va être va être comprise là où le champ est non nul, le flux de b, en fait, il va être constant. Pourquoi il va être constant? Parce que le flux de b, je vous rappelle, c'est égal à l'intégrale double de b scalaire ds. Et en fait, tout à l'heure, ce qui n'était pas constant, c'était la surface. C'était ça. Voilà, je sais pas c'est quoi ce crayon. On va reprendre les crayons classiques. Ce qui n'était pas constant, c'était ça. Et donc, justement, ça créait un flux qui n'était pas constant, donc ça créait une force électromotrice E, selon la loi de Faraday. Mais sachant que là, le ds, il va être constant, et bah, selon la loi de Faraday, donc E est égal à moins dt du flux, moins la dérivée du flux, bah, le flux est constant, donc c'est égal à 0. Donc, il n'y a plus de courant induit, et donc, il n'y a plus de force de la place. Et donc, s'il n'y a plus de force de la place, le système il est soumis seulement à des forces conservatives, et du coup son énergie mécanique se conserve, et donc comme il n'y a pas de force comme il n'y a pas de force, il n'y a pas d'énergie potentielle, l'énergie cinétique se conserve et donc la vitesse se conserve. Donc on devait aussi calculer la vitesse de la spire
une fois que x était supérieur à b. Alors pour ça, comment on va faire? En fait, on va essayer de calculer on va essayer de trouver le temps pour lequel la spire, on va dire, est entièrement, le t entier, on va l'appeler. C'est le temps pour lequel, à partir duquel la spire est complètement rentrée dans la zone où le champ est non nul. Donc en fait, on aura x de t entier est égal à b en fait. Est égal pas du tout à b, est égal à petit b, pardon. Et donc, en fait, maintenant, on va résoudre cette équation et déterminer t entier en fonction de certains paramètres. Mais pour résoudre cette équation, il nous faut l'expression de x en fonction du temps. Et pour avoir l'expression de x en fonction du temps, on va utiliser l'expression qu'on a trouvée juste ici. Et on va la primitiver en fait. Donc en fait, on va avoir x de t est égal à moins taux v0 exponentielle de moins t taux, si je ne me trompe pas. Et donc maintenant on va pouvoir résoudre notre équation et déterminer t entier. Donc moins taux v0 exponentielle de moins t entier sur taux. Maintenant on va est égal à b, évidemment. On va essayer d'isoler le moins t entier. Donc ça va nous donner du exponentielle de moins t entier sur taux est égal à moins b sur taux v0. Ici on va composer par le logarithme. Hop. Taux, c'est du calcul, hein, clairement. Logarithme de moins b sur taux v0. Alors j'ai peut-être une erreur de signe sur le moins b. Il me semble un peu douteux ce moins b là. Oui, je sais pourquoi en fait. Ok les gars, je me suis un petit peu gouré. J'ai fait la faute quand j'ai primitivé. J'ai oublié, les amis, j'ai fait un petit peu de calcul dans le vent là. J'ai oublié ma constante quand j'ai primitivé. Donc ne faites absolument pas comme moi. Faites attention à ne pas oublier vos constantes. Donc je vais supprimer ce que j'ai fait précédemment. Ok, donc n'oubliez pas la constante lorsque vous primitivez. Sur n'importe quelle primitive, il y a des constantes. Pour déterminer notre constante, ce qu'on va dire, c'est que à t égale 0, en fait, x, il est égal à 0. Oui, à t égale 0, x est égal à 0. Donc, en fait, on a moins tv0 égale constante qui est égale à 0. Donc, en fait, la constante, elle va être égale à taux v0. Donc, on aura x de t est égal à taux v0. Là, j'ai factorisé par taux v0 moins exponentielle de moins t sur taux. Ok, donc maintenant on va pouvoir faire ce que je disais, donc résoudre notre équation avec t entier. Donc on a x t entier égale b. Donc on va pouvoir remplacer par l'expression qu'on a déterminée juste avant, moins t entier sur taux égale b. Là, on va isoler le moins t entier. Ça va nous donner du moins exponentielle de moins t entier sur taux v0 moins 1. Ok. Donc, moins t entier taux sur est égal à ln de 1 moins b sur taux v0. Et donc,
Donc t entier égale à moins taux ln de 1 moins b v0. J'ai oublié un petit taux ici. Ok, je crois qu'on est bon. Donc là, on a notre expression de t entier. Maintenant, pour connaître la vitesse à t entier, on va remplacer notre t dans l'expression de la vitesse par t entier. Et en fait, on va juste obtenir l'expression. Donc je vais récupérer l'expression de la vitesse que j'avais mis juste ici. Ok, donc on a cette expression pour la vitesse. Je n'avais pas fait d'erreur, oui. Ok, donc on a V0 exponentielle de moins t entier sur taux. Et en fait, ça va se simplifier énormément. Donc en fait, le moins t entier sur taux, il va se simplifier en... ça va nous donner du exponentiel de ln de 1 moins b taux v0. Et ça se simplifie. Donc ça nous donne l'exponentiel, le logarithme se simplifie. Ça nous donne du 1 moins b taux v0. Et en distribuant, on obtient v0 moins b sur taux. Et c'est bien le résultat qu'on cherchait à trouver, qu'on nous donnait dans l'énoncé. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça a été clair. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Passez une excellente journée, c'était Genius. Allez, ciao!